Coucou, on se retrouve aujourd'hui enfin pour ma vidéo des Goodreads Choice Awards. Donc c'est parti, on y va. Ça y est, j'ai terminé les lectures pour cette vidéo. J'ai lu donc 11 livres en tout. Je suis contente d'avoir terminé et note positive, j'ai terminé par un livre que j'ai plutôt aimé et je peux vous dire que vu comment ça partait, c'était pas gagné. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va classer ces 11 lectures dans différentes catégories que je vais vous afficher. Donc on va faire une petite tier list de cette sélection de Goodreads Choice Award. Je n'ai pas lu tous les gagnants de toutes les catégories parce que certaines catégories ne m'intéressaient pas, donc j'avais choisi des livres qui pouvaient éventuellement m'intéresser. Et j'ai lu 11 livres alors qu'il y avait 9 catégories sélectionnées parce que il y avait 2 catégories qui étaient des tomes 2. Et pour lire le tome 2, il fallait que je dise le tome 1. Donc je vais les inclure ici parce que ça a quand même, je pense, du sens par rapport à ce qu'on veut faire. Donc j'ai créé une tier list avec 5 catégories très basiques. Je me suis pas foulée sur les noms des catégories et en même temps, je pense que les catégories disent clairement ce que je pense des livres, donc au moins ça sera simple et efficace. 5 catégories donc, tout en haut c'est coup de cœur, c'est un livre que j'ai absolument adoré. C'est pas normalement la catégorie qui sera la plus pleine, vous l'imaginez bien si vous avez un petit peu suivi mes aventures en vlog. Deuxième catégorie c'est excellent, ça veut dire que je n'ai presque rien à redire, mais il n'y a pas ce petit truc qui fait que le livre était incroyable, était un feu d'artifice. Ensuite on a la catégorie sympa, c'est toutes les lectures un peu moyennes plus en gros, et en dessous la catégorie médiocre, c'est les moyennes moins. Ça paraît logique. Et la dernière, c'est plus jamais. Ça veut dire que même avec un couteau sous la gorge, je ne relirai pas ces livres. Voilà. Je pense que c'est très clair, je pense que c'est très simple. Donc le moment est venu de parler de ces lectures, de les classer et de faire un petit bilan de ces Goodreads Choice Awards 2023. On commence tout de suite. Donc un des premiers que j'ai lu, si ce n'est le premier, c'était La maison au sortilège d'Emilia Hart, que j'ai lu grâce à la maison d'édition puisque Les Escales m'avaient envoyé ce service de presse. Je l'avais demandé avant de savoir qu'il était sélectionné pour les Goodreads Choice Awards, donc j'étais ravie. Évidemment que ça coïncide, voilà. Donc La maison au sortilège, c'était... comment je vais classer ça ? Donc je vais mettre dans excellente lecture. C'était pas un coup de cœur, mais c'était une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé. C'est une lecture qui est assez engagée, je pense qu'on peut le dire. Si vous avez suivi Aurélie, vous aurez vu qu'elle a absolument adoré et elle en a très bien parlé. Moi je l'ai lu maintenant il y a un certain temps, donc je vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais en gros on est sur 3 temporalités, une qui nous est contemporaine, une qui date Seconde Guerre mondiale et une 17e ou 16e siècle, et ensuite 3 femmes qui sont liées entre elles et à la nature d'une certaine manière. Il y a un petit côté un peu fantastique comme ça qui est plutôt plaisant, mais le propos de l'histoire c'est beaucoup plus le patriarcat, le sexisme, les injustices que vivent les femmes. Voilà, c'est un livre qui est assez féministe, assez engagé. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est très bien écrit, ça parle de choses hyper intéressantes et hyper importantes, et surtout je trouve que c'est ce genre de livre un peu grand public qui peut permettre aussi de véhiculer des idées féministes et de les faire passer à un grand nombre. C'est pas de la littérature de niche, voilà, c'est classé en littérature, je sais plus, historique peut-être, je vous remettrai, je me souviens plus sur le template, ça doit être affiché. Donc voilà, c'est ce type de livre vraiment qui permet de faire découvrir, véhiculer des valeurs à un large public, et c'est ça aussi que j'ai aimé dans ce livre. C'est pas le livre que j'ai trouvé le plus subtil du monde, mais ça a pas forcément besoin de l'être, et c'était vraiment une très bonne lecture. Donc pour le coup j'avais plutôt bien démarré. D'ailleurs j'avais vraiment très bien démarré puisque le deuxième que j'ai lu, et j'en ai un souvenir très précis, c'était Yellowface. Yellowface, je l'ai lu en anglais, c'était le premier livre que je lisais volontairement en anglais. Ça veut dire que c'était pas dans le cadre d'Explora Livre, c'était pas dans le cadre de book club quel qu'il soit, c'était vraiment pour moi, j'avais envie de le lire en anglais. À l'époque il n'était pas traduit, donc je l'avais pris en audio et en
papier, je l'ai en papier d'ailleurs. Donc je l'ai lu en anglais d'ailleurs, si vous voyez des couvertures en anglais, ce sont les livres que j'ai lus en anglais, quand elles sont en français, c'est les livres que j'ai lus en traduction, puisque tous ces livres sont anglophones, soit. Donc Yellowface, vous avez dû en entendre parler beaucoup de fois depuis qu'il est sorti en français, puisqu'il est sorti chez Ellipsis. Yellowface, pour le coup, pour moi, je pense qu'on peut dire que ça a été un coup de cœur. Ça a été une réelle révélation, j'ai adoré. Je vais nuancer mon propos. Quand je lis un livre en anglais, j'ai un rapport différent à ce livre. Ça veut dire qu'il y a des livres que j'aime en anglais, je suis persuadée que je les aurais pas aimés en français. Alors on passe pas de coup de cœur à détester, faut pas exagérer, mais voilà, et on y reviendra plus tard, j'en reparlerai. Et il y a des livres que j'aurais pu apprécier en français que je n'apprécie pas en anglais parce que la langue, parce que voilà. Yellowface, il est peut-être passé d'excellente lecture à coup de cœur, parce que je l'ai lu en anglais, parce que j'ai eu cette satisfaction déjà de le lire dans sa langue d'origine, mais aussi parce que j'ai une compréhension moins fine, forcément, quand je lis en anglais que quand je lis en français. Et en plus, j'ai écouté l'audio qui était vraiment excellent. La lectrice anglophone, incroyable, c'était génial. Donc je pense que tout ça joue aussi sur le coup de cœur, parce que je sais que c'est pas un livre qui fait forcément l'unanimité, ou en tout cas qui n'est pas forcément un coup de cœur pour plein de gens, parce que on suit ici une jeune femme blanche qui s'appelle Juniper, et Juniper est amie depuis un certain temps avec une autrice qui a trouvé le succès, qui est donc Athéna Liu, je crois qu'elle s'appelle Athéna, et elles ont une relation d'amitié qui est vraiment très particulière. Et pour fêter, je crois, une adaptation Netflix d'un de ses livres, Athéna va inviter Juniper chez elle pour je sais plus quoi, elles vont picoler, voilà. Et manque de peau, Athéna va mourir, et je vous laisserai découvrir le détail des circonstances qui est, ma foi, relativement cocasse. Et la seule chose à laquelle Juniper va penser spontanément, c'est de voler le manuscrit d'Athéna, manuscrit qui a été tapé à la machine, qu'elle n'a fait lire à absolument personne et dont elle n'a jamais parlé, parce qu'Athéna a un fonctionnement qui est comme ça. Elle écrit à la main ses premiers jets et elle ne parle pas de ses projets, et elle se dit que personne n'est au courant, personne n'en saura rien. Elle peut après tout prendre ce manuscrit, le retravailler et le publier en la mémoire, en l'honneur d'Athéna qui est décédée. C'est vraiment très dérangeant, très particulier, vous l'aurez compris. Là, je vous ai fait le raisonnement court qui se passe sur plusieurs pages et c'est plus intéressant à lire. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que d'une part, il y a tout le traitement du racisme, évidemment, et de l'appropriation culturelle qui était très intéressant, d'autant qu'on est avec une autrice qui est concernée par ces problématiques. Donc moi, j'ai aimé ça. Ce que j'aime aussi chez R.F. Kuang, c'est sa manière de penser ses personnages. Ça veut dire que vraiment, on est sur des personnages qui ne sont pas aimables au sens vraiment littéral du terme. On peut pas aimer ces personnages. Athéna, qui est la victime de tout ça, elle est pas aimable en fait. Et moi j'aime ça. J'aime cette écriture de personnages qui sont assez vrais, assez justes, et j'ai trouvé que les thématiques abordées étaient vraiment super intéressantes. J'ai aussi beaucoup aimé tout ce qui concernait le milieu de l'édition états-unienne, et notamment la manière dont on créait des bangers, dont voilà, c'était vraiment passionnant. J'ai adoré, j'ai accroché, et je pense que vraiment le coup de cœur tient au fait aussi de cette excellente lectrice avec une voix qui était très grave et qui passait très très bien, et j'ai trouvé que c'était très très bon, très intelligent et très engagé, tout ce que je recherchais. Donc vraiment pour moi ça a été un petit coup de cœur, pas le gros coup de cœur de l'année, mais un petit coup de cœur. Troisième lecture, je réfléchis à ce que j'ai lu ensuite, mais honnêtement je ne me souviens plus, donc on va attaquer avec La Femme de ménage. J'ai lu les 2 premiers tomes de La Femme de ménage en anglais. Le premier c'était dans le cadre des Explora livres, et le deuxième je l'ai lu en lecture commune avec Emmeline. Le premier, Femme de ménage, c'était, on va dire, sympa. Ouais, c'était sympa. Comment vous dire ? C'est vraiment c'est un peu compliqué. J'ai un rapport particulier avec ce livre parce que je ne comprends pas la hype. Pour moi, ça ne mérite pas du tout cette hype. C'est vraiment un thriller qui est assez médiocre en fait. Ça veut dire que j'ai lu quand même pas mal de thrillers dans le passé. J'ai eu une grosse période thriller et je ne vois pas ce que celui-ci a de révolutionnaire. À presque aucun niveau, c'est différent du reste, c'est même parfois un peu en dessous, parce qu'on a des Deus ex machina à la fin, parce qu'on a des trucs très attendus, ça vient avec ses gros sabots et ça piétine, mais je pense que j'ai trouvé ça sympa, encore une fois, parce que je l'ai lu en anglais, donc je n'avais pas la qualité apparemment très médiocre de la plume que la plupart des gens ont reproché à cet ouvrage, hein, c'est que c'était mal écrit ou pas très bien écrit. Moi, comme je l'ai lu en anglais, je l'ai pas trop ressenti, donc déjà, ça n'a pas joué dans mon
appréciation générale du texte. En plus, je l'ai écouté, donc c'était aussi très fluide et ça passait très bien, la lectrice faisait très bien le taf. Et je pense vraiment que si je l'avais lu en français, je ne l'aurais pas du tout classé dans sympa, je l'aurais mis au mieux dans médiocre, parce que voilà, vraiment, c'est pas incroyable du tout. Je ne sais pas si vous connaissez le pitch de La femme de ménage, mais en gros, on suit une jeune femme qui sort de prison ou qui est sortie assez récemment, qui doit absolument trouver un job, et elle trouve un super emploi dans une maison de gens très très riches, très bourgeois. Elle va aller travailler là-bas, et dès qu'elle arrive, elle remarque que des choses ne vont pas, que la maîtresse de maison est assez versatile et que c'est assez dérangeant et particulier, que la gamine est très bizarre, et surtout elle remarque que à sa porte de chambre, le verrou est à l'extérieur. Voilà. Donc elle est pas très à l'aise, elle se rend bien compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui sont bizarres, qui dissonnent, mais elle va rester parce qu'elle n'a pas tellement le choix, et ça peut se comprendre, honnêtement ça peut se comprendre. Là où pour moi c'est pas incroyable, c'est comme je vous le disais qu'à la fin on a une résolution comme ça, genre ça nous a, c'est vraiment typiquement genre c'est impossible de s'en sortir, et un très bon écrivain vous trouvera un retournement qui fonctionne, et c'est là où Frida McFadden vous sort du chapeau un lapin blanc et vous dit ben voilà c'est tout, c'est comme ça, et vous vous dites mais non, c'est pas possible. En plus de ça, tout est très prévisible. Moi j'ai très honnêtement tout vu venir à des lieux et des lieux, c'est très attendu, c'est très prévisible. Mais pourquoi je le mets dans sympa? Parce que sur le moment, j'ai passé un bon moment de lecture. C'était addictif, je l'ai lu en un après-midi, alors que je le lisais en anglais. Ça a fait le job et j'en demandais pas plus à ce livre, honnêtement. J'avais pas d'attente, même s'il était très bien classé et que tout le monde en parlait, disait que c'était incroyable, j'avais pas plus d'attente que ça, ou alors je ne m'en rappelle pas. Et le souvenir que j'en garde maintenant que je l'ai lu il y a vraiment un certain temps, c'est que c'était sympa. Je me rappelle très bien être sur mon canapé, à ne pas réussir à décrocher du bouquin, à l'écouter et le feuilleter en même temps, voilà, et à chaque chapitre, en plus des chapitres très courts, donc c'est très rythmé, à chaque fin de chapitre, me dire allez encore un et j'arrête, et ne pas pouvoir arrêter. Donc c'est pas incroyable, mais sur le moment ça a fait le job. Ceci étant dit, et je le redis, je suis persuadée que si je l'avais lu en traduction en français, j'aurais trouvé ça médiocre, parce que apparemment le vocabulaire et la plume ne sont pas ouf, et parce que ce livre a des défauts, et notamment la manière qu'a notre personnage principal, qui s'appelle je sais plus comment, Molly je crois, de passer son temps à reluquer les mecs. C'est un peu lourd par moment, donc bref, ça a beaucoup de défauts, ça ne mérite pas du tout la hype que ça a, mais c'est sympatoche, ça fait le job. Et puis si vous êtes très débutant en thriller, bah ça peut fonctionner, je pense, hein, vraiment. Après, je vous préviens quand même, il y a des trigger warnings, il y a des violences assez cracra à certains moments. Voilà, je me souviens qu'à l'époque, lors de la LC, certaines personnes s'étaient senties un peu mal à l'aise par rapport à certaines choses. Passons donc au tome 2, qui était le tome qui nous intéressait pour les Goodreads Choice Awards de 2023, qui est donc Le secret de la femme de ménage pour le coup. Le premier, c'est La femme de ménage, le deuxième, c'est Le secret de la femme de ménage, qui est donc le tome rouge, que j'ai aussi lu en anglais, et que pour le coup, lui, je mettrais dans médiocre. Je le mettrais dans médiocre parce que même si sur le moment, j'avais envie de savoir, j'étais assez prise dans l'histoire, ben finalement, j'ai trouvé qu'il se passait vraiment pas grand-chose et que le rythme était pas très bien géré. Là où le premier était haletant, créait une vraie ambiance un peu horrifique, un peu dérangeante. Vous savez pas si vous allez presque tomber dans du fantastique ou si c'est... Enfin, vraiment, il y a quelque chose... L'ambiance fonctionnait très bien dans le premier. Dans le deuxième, c'est pas le cas. Dans le deuxième, il n'y a pas tellement d'ambiance, et ça tient au fait que le premier est en huis clos ou quasiment. On n'est que dans la maison, très peu à l'extérieur, un petit peu mais très peu. Donc ça fonctionne très bien pour ce genre d'ambiance. Là où le deuxième, eh ben non, en fait, elle n'est pas logée sur le lieu où elle travaille, donc elle sort, donc elle fait d'autres choses, et ça coupe cette ambiance. Du coup, le premier et le deuxième sont équivalents, sauf que dans le deuxième, vous retirez le côté ambiance horrifique, dérangeante, qui fonctionnait très bien dans le premier, et du coup, ça fait qu'on passe de sympa à médiocre, et que voilà, c'était vraiment pas exceptionnel. Ceci étant dit, j'ai plus apprécié le personnage dans le deuxième volume, parce que cette fois-ci, son arc narratif, au lieu d'être concentré sur la détestation d'une autre femme, était concentré sur la volonté d'aider une femme, ce qui est quand même beaucoup plus positif, mais vraiment il n'y a que ça qui est mieux, parce que le reste, voilà, soit c'est équivalent, soit c'est en dessous. C'était pas incroyable, honnêtement. Voilà, c'était divertissant, mais c'est divertissant médiocre. Bon, vous voyez que pour le moment on a un peu de tout, mais on n'a pas attaqué le pire. Écoutez, continuons tranquillement. Je crois qu'après, ça devait être au printemps, on a lu dans le cadre de l'Explora livre In the Lives of Puppets de TJ Klune, qui n'était encore une fois pas sorti à l'époque en
français. Donc on l'a lu en VO. Donc In the Lives of Puppets, c'est de la SF. On est dans une espèce de forêt où on suit un jeune garçon, son fils adoptif, ainsi que des espèces d'androïdes qu'ils ont retrouvés, réparés, et qui vit avec eux. Ce jeune garçon, enfin jeune, je sais pas, c'est un ado quoi, à un moment donné va aller dans la décharge où il a trouvé les autres androïdes et en trouver un nouveau. Sauf que ce nouvel androïde a l'air beaucoup plus dangereux. Là où les deux premiers, il y en a une c'est une nurse, enfin une infirmière, et l'autre c'est un appareil de nettoyage. Là, il ressemble beaucoup plus à un androïde un peu guerrier. Il va le ramener, il va le réparer et on va suivre un petit peu leur vie jusqu'à ce qu'il y ait un bouleversement. Et bref, je saurais pas vous dire parce que je l'ai abandonné. Voilà, j'ai abandonné ce livre parce que c'était beaucoup trop chiant. Je me suis ennuyée dans ce livre, mais d'une force incroyable. Au début, c'était sympa. Il y avait ce côté un peu doudou, un peu mignon, un peu drôle, ça passait bien. Au bout d'un moment, les blagues lourdingues de cul, ça va bien 3 minutes. Hein. Je vais pas vous cacher que moi, ça me saoule très rapidement. La nurse ne fait que ça, des blagues lourdes, soit des blagues où elle menace de tuer l'autre androïde, soit des blagues qui tournent autour du cul. Ça, franchement, c'était très très pénible. Et puis, finalement, il ne se passe rien avant, je crois, à peu près la moitié du bouquin, qui est énorme. C'était d'un long, mais oh là là, franchement, j'en pouvais plus. Et arrivé à la fin, moi j'ai abandonné. Donc j'ai abandonné à peu près, je crois, passé un petit peu la moitié quand il commence à avoir le fameux bouleversement. C'est-à-dire qu'on est sur un schéma actantiel où la situation initiale dure la moitié du bouquin. Voilà. C'est pas possible, enfin, c'est pas du tout géré. Moi, je pense que TJ Klune a vraiment un problème de gestion de sa narration. Enfin, pourquoi voilà. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que ça peut être un livre où il se passe rien. C'est pas un problème en soi qu'il se passe rien, mais tout est fait pour que vous vous disiez qu'il va se passer quelque chose qui n'arrive jamais, enfin, qui arrive très tardivement. Vraiment, j'ai pas aimé. J'hésite entre médiocre et plus jamais, parce que médiocre, c'est presque gentil, parce que vous voyez, au moins La femme de ménage c'est médiocre, mais je l'ai terminé et ça a été divertissant. Là je ne me suis pas divertie, je me suis ennuyée. Je vais le mettre dans plus jamais. Non, vraiment, j'ai pas aimé. C'était long, c'était pénible, c'était pas incroyable, c'était lourdingue, il n'y a pas grand chose pour rattraper, si ce n'est le papa de cette histoire, mais sinon tout le reste était vraiment très médiocre. J'en garde un souvenir pas incroyable, vous l'aurez compris, et je ne comprends pas du tout que ce livre ait gagné et été choisi comme Goodreads meilleur livre de l'année dans la catégorie science-fiction. Enfin, je ne comprends pas. Et je pense que TJ Klune, c'est pas pour moi, mais c'est pas grave. Autant La maison au milieu de la mer tyrulienne, je peux comprendre qu'on ait aimé, je vois ce qu'on a pu aimer. Autant là, franchement, j'ai un peu de mal. À part si vous aimez l'humour très potache, et c'est votre droit, y a pas de souci avec ça. Mais sinon, non, je ne sais pas. Non, vraiment pour moi. Plus jamais, je ne relirai ce livre. Ensuite, je crois que j'ai lu Check and Mate d'Ali Hazelwood avec Emmeline. Check and Mate, c'était la catégorie, je pense, romance contemporaine ado, enfin je sais plus exactement le titre de la catégorie, et on suit une jeune femme qui par un concours de circonstances que je ne vais pas développer, se retrouve dans une compétition amateur d'échecs parce qu'elle a été jouer aux échecs à un assez bon niveau et qu'elle a tout abandonné quelques années auparavant, et elle va se retrouver à jouer sans le savoir et sans même le remarquer contre le numéro 1 mondial ou équivalent, je sais plus si c'est le numéro 1 mondial, mais en tout cas contre un des meilleurs joueurs d'échecs au monde, et elle va le battre. Et de là va partir toute une situation et donc une romance qui n'a rien de surprenant, parce que quand vous lisez de la romance, vous savez très bien qui va finir avec qui. On n'est pas là pour le suspense, on est plus là pour le développement de la relation. C'est un livre sur lequel je suis partagée entre sympa et excellent, parce que moi en tant qu'adulte, j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça mignon, j'ai trouvé ça plutôt bien fait, mais si je regarde ça en tant qu'adulte pour un public young adult, c'est excellent. Ça veut dire que c'est un livre qui est dans la déconstruction de clichés, notamment autour de l'hétérosexualité, notamment autour de la pureté des femmes, notamment autour de l'amitié, de l'amour, des relations libres. C'est un livre qui va déconstruire
tous les clichés qu'on peut vouloir, enfin que la société veut absolument qu'intègrent les ados. Et vraiment, pour ça, c'était excellent. C'est bien écrit, ça se lit bien. Moi, j'ai trouvé que le côté échec était pas dérangeant. C'est pas un truc que j'aime, les échecs, mais ça m'a pas dérangé. J'ai plus eu la sensation que tous les aspects autour de l'échec servaient la construction du personnage principal que vraiment parler d'échecs. Donc ça m'a pas dérangé. Donc je ne sais pas, je suis un peu embêtée entre sympa et excellent. Donc je vais le mettre, je vais réfléchir. Est-ce que c'est plus proche pour moi de La femme de ménage ou plus proche de La maison au sortilège? Ça serait quand même plus du côté excellent. Parce que c'est quand même bien meilleur selon moi que La femme de ménage, donc je vais le mettre dans excellent, mais après La maison au sortilège. C'est quand même moins bon que La maison au sortilège. Il faudrait une catégorie intermédiaire, vous voyez. C'était pas excellent, mais c'était plus que sympa. Bref, donc voilà, c'était très chouette. Je vous recommande si vous aimez les romances ados, ou si vous avez des ados dans votre entourage qui cherchent de la bonne romance avec, je crois pas qu'il y ait de scènes explicites. Ils font peut-être des trucs, mais c'est pas explicité plus que ça. Et puis surtout, ça va parler de bisexualité, ça va parler, enfin voilà, c'est vraiment très chouette, très déconstruit, c'est sympa, ça se lit bien, les personnages sont attachants, sont drôles. On n'a pas ce truc que je déteste en romance avec vraiment le gros connard qui d'un seul coup on sait pas comment devient un prince charmant. Là il est égal à lui-même, le mec. Alors c'est pas le mec le plus ouvert et souriant au monde, mais il est pas méchant, il est juste un peu renfermé, il est un peu introverti pour des raisons en plus totalement valables. Donc pour moi ça fonctionnait de bout en bout. Passons ensuite à Oli. Oli de Stephen King, qui a gagné la catégorie horreur. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne vois pas en quoi ce livre est de l'horreur. Alors peut-être qu'on peut dire que c'est un peu body horror, mais franchement, même pas quoi. Enfin je veux dire c'est de l'horreur dans l'idée, mais il n'y a rien qui est jamais vraiment explicité, donc je vois pas en quoi c'est de l'horreur. C'est au mieux pour moi un thriller, mais je vois pas en quoi c'est de l'horreur. Déjà pour moi ça n'a rien à faire dans cette catégorie. Et en plus, si vous avez suivi, vous saurez que j'ai détesté ce livre. Vraiment, j'ai détesté. Je me suis ennuyée. Je savais la fin, peut-être à... Franchement, je pense que un quart, à la moitié, je savais déjà tout ce qui allait se passer. J'avais déjà tout deviné, donc ça casse vraiment totalement l'intérêt. Bon, j'en ai très longuement parlé. Est-ce que j'y reviens? Je ne sais pas. En gros, Oli, a priori, ça suit une espèce de trilogie où on suit ce personnage d'Oli qui est une espèce de détective privé. Je sais pas comment on dit aux États-Unis. Ce qui va se passer, c'est que au tout début, un professeur de je ne sais plus quoi va disparaître et on suit cet enlèvement. Donc on sait qu'il est enlevé, on sait qu'il est séquestré, enfin on a toute la scène, nous on sait tout. Il va y avoir plusieurs autres enlèvements et jusqu'au jour où c'est une jeune femme qui est enlevée et sa mère va engager Oli en lui disant qu'elle est persuadée qu'il lui est arrivé quelque chose et donc Oli va enquêter, va chercher des indices, va finir par faire le lien entre les différents enlèvements qui a priori n'ont rien en commun parce que c'est des gens d'âge différents, de genre différents, d'orientation sexuelle différente, de tout est différent entre eux, mais elle va faire un lien. Donc, le livre se découpe plus ou moins, en gros, en deux pôles de narration, à savoir le point de vue des victimes et des assassins, donc le côté victime-assassin, et le point de vue d'Oli. Ce qui est malheureux, c'est que tout le piment du bouquin, vu que c'est pas Oli du tout qui va l'apporter parce que son enquête est chiante comme la pluie, c'est le côté un peu quand on est avec ces gens qui enlèvent d'autres gens. Et en fait, au bout de la deuxième ou troisième victime, on sait qui ils sont, on le sait pourquoi ils font ça, on sait où ils habitent, on sait tout. Donc il n'y a plus aucun mystère. Après, ça n'est qu'une succession d'enlèvements inutile à l'histoire, enfin ça n'apporte plus rien à l'histoire puisqu'on sait déjà qui c'est et pourquoi et comment, donc c'est un peu du gore pour du gore, un peu gratuit comme ça mais qui n'apporte rien à l'histoire, qui est même plus intéressant du coup puisqu'il n'y a plus d'indices à prélever puisque vous savez tout, et entre temps vous suivez Oli qui mène son enquête et qui ne voit rien, qui trouve des indices sous le sabot d'un cheval. Oli qui est beaucoup plus concentré sur les questions de masques, de Covid, de vaccins et autres que son enquête. Alors je dis pas que c'est pas bien en soi, je trouve ça, je comprends pourquoi Stephen King veut faire passer ses messages autour de Trump, autour du Covid et tout, il n'y a pas de souci, mais juste à un moment, si tu veux écrire un bouquin, un essai engagé sur le sujet, fais-le, mais
ne vend pas un livre en disant hey, c'est un thriller horrifique où il y a une enquête alors qu'il n'y a pas d'enquête et qu'il se passe pas grand chose, que tout se semble se résoudre tout seul comme ça et que finalement tu parles plus de politique qu'autre chose. Moi ça me dérange pas que Monsieur King parle de politique et encore une fois je comprends pourquoi il le fait et c'est pas mal en soi, c'est pas ça que je reproche en fait. Bon bref, vous aurez compris ce que je veux dire, le problème n'est pas le message véhiculé mais la manière dont c'est fait en fait. Donc bref, tout ça pour en arriver au fait que j'ai absolument détesté Oli. Après, encore une fois, ce livre n'est en soi pas problématique. J'ai un doute quand même, je crois qu'il y a un peu de grossophobie dedans, donc voilà. Mais c'est pas parce que le livre véhicule des idées ultra sexistes et misogynes ou racistes ou pas du tout. C'est juste que moi je me suis fait chier tout simplement. Ensuite, j'ai lu Happy Place d'Emily Henry, qui est donc le numéro 1 de la romance contemporaine adulte. Est-ce qu'il est plus ou moins mauvais que Oli ? Je ne sais pas. Je pense quand même... Je sais pas, honnêtement je sais pas. Alors, si vous n'aviez pas suivi mes aventures avec Happy Place, j'ai lu ce livre très très rapidement, je pense que je l'ai lu sur 2 jours, je l'ai lu en anglais et je l'ai détesté. Je n'ai pas du tout aimé ce livre, je vais vous dire pourquoi. En gros, l'histoire d'Happy Place, c'est une jeune femme qui va, comme tous les ans, dans la maison de campagne d'une de ses amies qui est assez riche. Tout le groupe d'amis se retrouve depuis des années et des années, sauf que dans le groupe d'amis, il y a son ex-fiancé de qui elle s'est séparée en secret, ils ne l'ont dit à personne, il y a 6 mois je crois, et que manque de peau, il est là aussi. Donc elle est absolument ravie, vous l'imaginez bien, ils se retrouvent tous les deux, tout le monde croit qu'ils sont encore ensemble, donc en plus ils se retrouvent à cohabiter dans la même chambre et à devoir faire semblant d'être encore fiancés. Ça c'est le pitch de base. Déjà, ce pitch me dérange. Moi ça me dérange, les histoires d'ex, c'est vraiment pas un truc qui me plaît, et vraiment je trouve ça très dérangeant de base parce que je ne comprends pas quand tu as des amis très proches depuis une dizaine d'années si ce n'est plus, que tu ne leur aies pas dit que tu t'étais séparé de ton mec. Moi, ça me paraît inconcevable. Enfin, c'est pas ma vision de l'amitié. Donc déjà, ça de base, je comprends pas. Mais je me suis dit, ce livre est arrivé numéro 1, peut-être qu'en fait, c'est très très chouette, peut-être qu'il y a une très bonne raison, peut-être que ça va être super bien fait et qu'il y a une logique et j'en sais rien. Enfin, essayons quoi. Bon bah j'ai essayé et j'ai toujours pas compris. Voilà. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à sauver de ce livre, vraiment, parce que il y a un personnage à sauver. Enfin 2 parce que une meuf et sa copine, mais sinon tout le reste rien n'allait. Le mec, donc l'ex, est un forceur, il fait des trucs qui sont très dérangeants. Quand tu t'es séparé de ta fiancée avec qui tu étais depuis 7 ou 8 ans, je crois, en plus c'est pas un petit couple d'il y a 2 mois, hein. C'est quand même un couple qui était établi, qui vivait ensemble, enfin ils allaient se marier, vous voyez, on n'est pas sur... Voilà. Quand tu t'es séparé de ton ex de manière assez douloureuse, sans explication, puisque le mec s'est barré sans explication en plus, impec. Tu peux pas, même si tu dois faire semblant, déjà je comprends pas ça, mais soit admettons, juste la forcer en l'embrassant, enfin embrasser de force la personne, c'est pas possible. J'ai détesté les passages avec ce protagoniste masculin, je l'ai trouvé... J'ai eu l'impression du chat qui jouait avec la souris. Vous voyez, ça donnait l'impression qu'il s'amusait de cette situation qui était vraiment profondément blessante pour notre personnage principal, et moi ça ne me va pas. Au-delà de ça, quand tu finis par creuser et par comprendre pourquoi et comment et machin, tu te rends compte que les deux sont vraiment très défaillants, que leur relation, ils devraient absolument pas se remettre ensemble. Il y a des vrais problèmes de fond qui ne sont jamais traités. Ils ont des problèmes dans leur couple qui auraient dû déjà être traités bien en amont, hein, parce que c'est qu'une accumulation de non-dits entre eux. Déjà ça me dérange. Ils auraient dû discuter de cette séparation, ce qui n'est pas arrivé et ce qu'ils ne font pas. Lui dit juste pourquoi il s'est barré, mais il n'y a pas de discussion. Il y a zéro communication, il y a zéro échange. C'est juste, ça allait pas, je me suis barré. Il dit pourquoi. Elle dit ok. Puis bon, bah en fait, finalement, on est quand même plutôt bien ensemble. Allez, ok, bon, bah, enfin. Non, c'est pas possible de véhiculer ces images de couple. Enfin, il y a un moment, enfin, non, juste non. À ça, on ajoute une vision du couple extrêmement traditionnelle, fiançailles, mariage, blabla, bébé. Non, j'ai détesté la fin et les choix que fait notre protagoniste principal. Et en plus de ça, sur les 2 amis, parce qu'il y a les 3 copines de base, avec 2 mecs, dont l'ex, et la 3e fille est en couple avec une femme. Donc elles ont amené leur conjointe avec elle. Bref, sur le trio d'amis de base, il y en a une qui est adorable, qui a un petit cœur et que j'ai adoré, qui est donc la femme en couple avec l'autre femme, qui est aussi un petit cœur et que j'ai adoré. Mais la 2e amie, c'est la pire amie du monde. Si une amie
Si vous avez une amie comme ça n'est pas une amie. Voilà, je vous le dis, sans vous en donner plus, sans vous spoiler, c'était catastrophique. Vraiment, il y a presque rien à sauver dans ce bouquin. Non, vraiment, j'ai pas du tout aimé. Pour moi, c'est trop un cliché des États-Unis. C'est trop un cliché de la mentalité états-unienne et ça ne fonctionne pas. Pour moi, ça fonctionne pas. Donc voilà, j'ai trouvé ce livre problématique, je ne l'ai pas aimé, je l'ai même vraiment détesté. Il m'a mis très en colère sur le fait de faire fantasmer des jeunes femmes sur ce genre de relation qui pour moi est toxique. Toxique pour les deux, hein, pas toxique plus de l'un que de l'autre, hein, c'est toxique pour les deux. Relation amoureuse toxique, relation amicale toxique, faire fantasmer des jeunes personnes là-dessus en disant regardez c'est incroyable, je ne suis pas d'accord, voilà. Donc j'ai détesté. Ensuite, j'ai lu Divine Rivalité, que je ne prononce pas en anglais, bien que je l'ai lu en anglais parce que c'est imprononçable, de Rebecca Ross, qui était l'Explora livre de je ne sais plus quand, qui était la catégorie Fantasy Young Adult. Je réfléchis, je vais le mettre dans... J'hésite entre sympa et médiocre. Franchement, j'hésite. Non, je vais le mettre dans médiocre, mais devant... Ouais, je vais le mettre dans médiocre. Parce que, pourquoi je vais vous expliquer pourquoi pour moi c'est moins bon que La femme de ménage, parce que La femme de ménage au moins m'a divertie, que je l'ai dévoré, que j'arrivais pas à m'arrêter, là où je me suis un peu ennuyée dans Divine machin. Ouais, c'était pas ouf, honnêtement. Pourquoi ? Parce que, en fait, je pense que j'ai été déçue par le fait que je voyais tout le potentiel d'écriture. L'autrice écrit très bien. Le potentiel d'univers à développer qui avait l'air incroyable. Le potentiel de notre protagoniste principal qui était top. Mais c'est de la romance et du coup on se concentre sur la romance. Je n'ai pas aimé le love interest, je trouve ça assez toxique de faire ce qu'il fait et ça pareil c'est le pitch de base. En gros elle envoie des lettres par son armoire et elle a une réponse, elle ne sait pas à qui elle écrit, elle ne sait pas avec qui elle échange mais lui le sait. Moi je trouve ça déjà... assez toxique comme manière de faire, d'autant qu'il va développer une double relation avec elle, la relation en vrai qui est franchement pas très bonne entre eux, il est pas très sympa, très loin de là, et la relation virtuelle où ils sont presque amoureux en fait, enfin en tout cas ils ont une relation d'amitié très très forte, et je trouve ça très malsain, voilà, de base, mais après ça n'est que mon avis, à la limite, si ça avait pas été un connard dans la vraie vie, pourquoi pas, il ose pas trop lui dire, voilà, mais là vraiment en plus c'est genre le jour et la nuit quoi. Alors ça s'améliore petit à petit, il essaye d'être plus sympa et tout, mais je trouve ça chelou moi. Bref, ce que j'ai trouvé très dommage en fait, c'est que encore une fois on est dans le cliché traditionnaliste des relations amoureuses états-uniennes avec des attentes, des attendus, une relation passe par telle étape et on ne peut pas y couper, et je trouve ça déplorable qu'en fantasy on ne s'affranchisse pas de ces codes sociaux traditionnels qui ne sont franchement pas des... Enfin voilà, c'est pas ouf, non ? Enfin je sais pas. Pour moi l'intérêt de la fantasy c'est un peu de transcender les codes de nos sociétés et là c'est pas du tout le cas. Donc voilà. En plus de ça, moi j'avais envie de savoir l'histoire des dieux, j'avais envie d'avoir plus sur les conflits, j'avais envie de suivre Iris dans sa quête personnelle d'être journaliste d'investigation et il faut que l'autre se pointe. Enfin voilà, c'est... Moi j'avais... En fait, je sais c'est de la romantaisie, je le sais. Mais j'ai quand même lu un certain nombre de romantasy young adult avec plus ou moins de romance, avec plus ou moins des personnages toxiques ou pas, et franchement celle-là était vraiment pas la meilleure quoi. Et je pense qu'on est capable, même en romantasy, de développer et la romance et l'univers. On n'est pas obligé de se concentrer sur l'un au détriment de l'autre. Je pense que les deux peuvent parfaitement coexister et il y a des livres qui le font très bien, et même parfois des livres qui ne sont pas étiquetés romantasy. Donc je pense que c'est pas mauvais, c'est pas du tout mauvais, même si encore une fois j'avais deviné la fin, c'était pas surprenant, c'était assez attendu, mais c'était pas mauvais, c'est juste que ça a déçu mes attentes parce que plus j'avançais dans ce livre, plus je voyais la construction d'Iris qui était intéressante avec cette relation familiale avec sa mère, avec son frère, il y avait vraiment des choses qui étaient très 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 bonnes et qu'à un moment il y a une espèce de point de rupture où paf on bascule dans que de la romance et la romance prend vraiment le pas sur tout le reste et c'est totalement dommage à mon sens, voilà. Donc c'est pas mauvais, mais je suis déçue parce que le début m'avait laissé entendre autre chose et voilà. D'autant que encore une fois, on me l'a tellement vendu comme un truc exceptionnel que voilà, je m'attendais à un truc exceptionnel et ça ne l'était pas. Mais du coup, voilà, c'était quand même moins sympa que La femme de ménage parce que c'était moins divertissant pour moi.
Passons donc maintenant à mes dernières lectures, et cette vidéo est très très longue, mais je parle beaucoup trop comme d'hab. Donc j'ai lu La 9e maison parce que c'était le tome 2 qui était dans le Goodreads Choice Award de 2023, donc Jusqu'en enfer, mais forcément fallait commencer dans l'ordre, donc j'ai lu La 9e maison. La 9e maison, j'hésite vraiment entre sympa et excellent. Je sais pas, c'est pas excellent, ça serait peut-être un peu exagéré de dire excellent, mais en même temps j'ai quand même beaucoup aimé. Je vais mettre dans sympa devant La femme de ménage très largement, sympa plus. J'ai quand même beaucoup aimé. Ça veut dire que je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont joué dans mon appréciation. D'une part, j'ai tellement souffert dans ces Goodreads Choice Awards avec des lectures qui étaient vraiment pas ouf, voire très mauvaises selon mes critères, que j'avais des attentes assez basses et que du coup j'ai été très agréablement surprise. Ça joue, je pense, quand même pas mal. Et j'ai aussi été très surprise par le côté très engagé du texte, où vraiment l'autrice parle beaucoup de VSS, parle beaucoup de pauvreté, de misère et de comment les femmes font pour s'en sortir dans ce genre de cas, de relations abusives, de relations toxiques, de relations d'emprise. Et moi j'ai aimé Alex. Voilà, je sais que plein de gens ne l'aiment pas, mais moi j'ai aimé Alex. J'ai aimé sa personnalité, j'ai aimé sa manière de s'en sortir, j'ai aimé cette façon qu'elle a d'utiliser l'humour pour un petit peu masquer certaines choses qu'elle a pu vivre, et je trouve que c'est un personnage qui est très réussi et très réaliste, donc j'ai beaucoup aimé. Je pense que j'ai préféré Jusqu'en enfer parce que pour moi ils sont équivalents en termes de niveau, enfin ils sont équivalents l'un et l'autre, sauf que La 9e maison il a fallu rentrer dedans et c'était pas facile, c'est dense, c'est pas évident à lire. Jusqu'en enfer, comme je l'ai enchaîné après la lecture du premier tome, du coup j'avais déjà tout en tête et je n'ai pas eu à me remettre dedans et j'étais déjà dans le bon move en fait, donc je sais pas, est-ce que c'est excellent, est-ce que c'est sympa? Je pense que c'est pas excellent, mais c'est sympa plus. Voilà, je pense que c'est sympa plus. J'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 premiers volumes, et je vous avais dit que si je trouvais pas ça incroyable, je ne lirais pas la suite parce que vraiment c'est très compliqué de rentrer dans l'univers, mais je pense que je lirai la suite parce que vraiment ça m'a donné de très bonnes vibes. J'ai adoré l'ambiance en fait. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré... je sais pas vous dire, je vois les défauts de ce livre, je vois qu'il a des défauts, il y a des choses, je suis un peu mitigée, il y a des choses qui sont pas claires, il y a des processus magiques qui sont pour moi très, très obscurs où j'ai pas tout compris, et je suis pas sûre que l'autrice sachait exactement... Je suis pas sûre que l'autrice savait exactement où elle voulait nous emmener avec ces trucs, mais le fait est que quand j'étais dedans, j'étais bien, et c'était page turner, et c'était divertissant, et j'ai aimé, voilà, j'ai aimé, et j'ai ri aussi, parce que dans le tome 2 on a des trucs un peu cocasses, notamment une érection qui brille comme un phare, je vous laisserai découvrir ça, mais c'était drôle, c'est pas censé l'être, mais moi ça m'a amusé. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très chouette dans ce bouquin. Après voilà, sachez qu'il y a beaucoup de trigger warning, il y a des scènes de V assez explicites quand même, assez dures, ça parle aussi de harcèlement, de revenge porn, il y a quand même pas mal de triggers, et je sais pas suffisamment dit je trouve, mais moi j'ai aimé les enquêtes, j'ai aimé, ça avait un côté un peu régressif comme ça. Je me suis sentie un peu replongée dans les lectures que j'aimais ado, avec un côté régressif qui était très plaisant, donc voilà. C'est donc tout pour ces Goodreads Choice Award 2023. Vous comprendrez au vu de ma liste qu'en fait, la plupart de ces livres ne méritent pas leur première position. Encore une fois, ça aurait été intéressant de comparer avec au moins les 2 et 3, ceux qui sont arrivés en 2e et 3e position, pour voir si selon moi un autre méritait plus cette place. J'ai plus eu la sensation de lire des livres très populaires qui sont nourris par la hype et qui sont un peu comme ça dans cette espèce de cercle vertueux où plus on en parle, plus ils sont lus, plus ils sont aimés, plus les gens l'aiment, plus les autres suivants l'aiment, que vraiment de très bons livres en fait. Et j'ai été assez déçue honnêtement. Après certains plus que d'autres, vous l'aurez bien compris. Après ce sont mes avis, ça n'est pas une critique de vos goûts. La lecture c'est une question de période de sa vie, c'est une question de rencontre, c'est une question de tellement de choses que voilà, je peux comprendre que vous ayez aimé. Je ne vois aucun problème à ce que vous ayez aimé, et c'est juste qu'avec moi ça l'a pas fait, c'est dommage, mais c'est comme ça, et je sais que certaines personnes me diront mais tu n'as pas compris, peut-être que je n'ai pas compris, le fait est que mon ressenti fait que je ne les ai pas aimés, donc que j'ai compris ou que je n'ai pas compris, c'est comme ça, on en est là, avec ce classement qui n'est pas une très grande réussite, et je ne réitérerai pas l'expérience cette année, d'autant que j'ai regardé la sélection qui ne me convient pas du tout, il y a presque que des tomes 2 ou que des livres qui me font pas envie.
fini. On a la suite de Divine Rivalité, j'ai déjà pas aimé le premier, c'est pas pour lire le deuxième, enfin voilà. Donc je ne le ferai pas. Par contre, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse par catégorie. Typiquement, je vous en ai déjà parlé, la catégorie romance, je lirai bien les 3 premiers titres, puisque les 3 premiers, c'est un Emily Henry, et que j'aimerais beaucoup me faire un deuxième avis sur Emily Henry. Le deuxième, ça doit être Bride de Ali Hazelwood, que j'ai très envie de lire, parce que c'est Ali Hazelwood. Et le troisième, c'est un livre que je ne connais pas, donc je me dis que ça pourrait être sympa d'avoir un élément de comparaison. Et en fait, ça serait peut-être plus significatif de comparer les trois titres arrivés en tête des votes, au sein d'une même catégorie, donc dites-moi si ça vous intéresserait. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Ça a été un long travail, à la fois de lecture, à la fois de tournage, de montage, mais j'ai été très contente de le faire, donc j'espère que ça vous aura autant plu qu'à moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et puis on se retrouve dans tous les cas très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc je vous fais de très très gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, et puis on se dit à plus tard. Bye bye.